D'abord, c'est triste. C'est triste quand on a donné beaucoup de son énergie, de sa vie, des belles campagnes présidentielles aussi à la gauche, de voir cet état de la gauche, et surtout à un moment où les idées de la gauche sont à l'avant-garde des actions gouvernementales, c'est-à-dire la réhabilitation du rôle de l'État, la réhabilitation de l'économie dirigée pour protéger les consommateurs, la réhabilitation des grands services publics, que jamais les Français n'ont aimé autant qu'aujourd'hui, l'éducation et la santé, la sécurité, la justice. Et donc c'est ça, ce paradoxe qui fait mal au cœur, c'est de se dire qu'à un moment où on redécouvre enfin les bienfaits de la gestion collective, de la fraternité qu'il faut faire émerger dans une société, dans un contexte de crise, c'est là où la gauche est au plus bas. Et elle est la seule responsable de cette situation. Pourquoi la gauche est la seule responsable de cette situation? Parce qu'elle est divisée, elle est chaotique dans ses décisions. Le PS n'a pas su organiser de primaires, il n'a pas su travailler avec ses partenaires sur une plateforme commune qui pouvait emporter l'adhésion d'une majorité de Français. Elle n'a pas su trouver des concepts nouveaux adaptés à la société que nous vivons aujourd'hui. Et donc la gauche est la seule responsable de ce qui lui arrive. Est-ce que c'est trop tard? Ce n'est jamais trop tard en politique. Une note d'espoir quand même dans ce constat. Est-ce que la gauche peut se rassembler? Oui, la gauche peut encore se rassembler. Est-ce qu'en 100 jours, on peut se rassembler avant enfin même moins, parce qu'avant le dépôt des candidatures? Oui. Il peut y avoir des sursauts d'intelligence collective. Ah, vous y croyez? Vous y croyez? Moi, je crois toujours à la capacité humaine, vous voyez, de se mettre à la hauteur des défis qui lui sont posés. Donc, la capacité humaine de répondre à la hauteur des défis qui lui sont posés, oui, reste possible. Se rassembler avec qui? Il y a des gauches irréconciliables. Ce matin, dans le journal Libération, Jean-Luc Mélenchon dit non et non à une primaire de la gauche. Lui, il considère que se réunir, c'est se taire, et que s'il y a une confusion parce qu'on veut rassembler des candidats avec des idées radicalement différentes, eh bien, ça va démobiliser au contraire le camp de la gauche. Est-ce que ça a du sens que des gauches irréconciliables s'unissent en 2022 pour pouvoir gagner? Oui, ça a du sens. Je n'ai jamais adhéré à cette idée des gauches irréconciliables. Voilà, c'est une pensée conservatrice et une pensée exclusive. Je pense que quand on est à gauche, ou quand on est citoyen, ou quand on est dans une dynamique de recherche de l'intérêt général, il faut être inclusif. Voir ce qui nous rassemble et pas voir ce qui nous divise. Là, si on prenait les choses de façon arithmétique, on peut dire, bon, Mélenchon est devant, on se rassemble derrière Mélenchon. La gauche se rassemble derrière Mélenchon. Première hypothèse. Mais les candidats socialistes ont dit tellement de mal. D'abord, ils ont dit aux Verts qu'ils avaient un problème avec la République. Ils ont dit à Mélenchon qu'il était infréquentable. Et ensuite, ils demandent une primaire. Ensuite, ils renoncent à la primaire. Enfin, il y a quand même un grand chaos du côté du PS et de la candidate PS. Elle réclame une primaire. Tout le monde, certains disent oui. Christiane Taubira dit oui. Maintenant, elle dit ah ben non, je veux plus de primaire. Bah si. Même si c'est marginal, faisons cette primaire et voyons si celui qui sort de la primaire est capable de faire l'union avec les Verts et avec la France insoumise. Pourquoi pas? C'est la candidate qui a un problème avec elle-même. Non, mais je ne veux pas personnaliser. Mais vous voyez, si les choses sont incohérentes, si on dit une chose et son contraire, alors qu'on est responsable d'une grande organisation politique, c'est un problème. Les électeurs ne peuvent plus suivre. Et donc maintenant, si la gauche n'est pas au second tour de l'élection présidentielle, il va falloir savoir, parmi les électeurs qui veulent que ça aille mieux dans notre pays et qui veulent sauver l'essentiel, notamment des services publics, pour qui faut-il voter pour avoir au second tour un vrai débat, même sans la gauche. Et donc c'est là où les votes vont évoluer dans cette campagne. Parce que quel va être le vote utile pour avoir un changement? C'est ça qui va poser question. C'est pour ça que je pense que Valérie Pécresse, à un moment, va monter dans les sondages. On va parler de Christiane Taubira dans un instant. Parce qu'à un moment, quel va être le débat démocratique? Quel débat on veut au second tour? Est-ce qu'on veut le débat entre un candidat dit républicain et l'extrême droite, ou est-ce qu'on veut un débat entre deux candidats dits républicains capables de gérer le pays en conservant l'essentiel de l'identité française? Donc, en clair, est-ce qu'on veut un débat entre Marine Le Pen ou Zemmour et l'un des deux, Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, ou est-ce qu'on veut un débat entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, si d'ici là, la gauche n'est pas capable de s'unir derrière... Vous êtes plus enthousiaste face à Valérie Pécresse? Non, c'est pas ça. Face à Anne Hidalgo. Non, mais vous dites qu'une partie de la gauche pourrait voter pour Valérie Pécresse. Pour que la gauche soit au second tour, qu'on ait un vrai débat entre la gauche et soit Emmanuel Macron, soit Valérie Pécresse, il faut que la gauche s'unisse. Première hypothèse, c'est mon souhait, c'est que la gauche s'unisse pour être capable d'être au second tour.
Première hypothèse, Mélenchon est devant, toute la gauche se met avec lui, même avec les réticences, même avec des désaccords qu'on peut avoir sur le fond, mais il n'y a pas d'autre solution arithmétique pour être au second tour. Deuxième hypothèse, il y a un autre type d'union, et on va en fonction de qui va sortir des primaires. La candidate ou le candidat qui sort des primaires populaires, puisqu'elles vont avoir lieu, aura la responsabilité d'essayer d'unir la gauche. Et à ce moment-là, si la gauche est unie, elle est au second tour. Parce que vous dites 23%, Macron est à 27% dans les sondages, les autres ne sont pas à 23%, donc on est au second tour. Si la gauche s'unit, elle est au second tour. Mais est-ce que c'est ça de faire des mathématiques, Elisabeth? Parce que est-ce que les gens qui votent insoumis sont prêts à voter pour Yannick Jadot ou Anne Hidalgo ou Christiane Taubira? Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, Ségolène Royal, parce que ce matin, il s'est passé quelque chose, il semble qu'il s'est passé quelque chose qui dit tout de la panique. Un coup, je vous l'avais dit, Anne Hidalgo, elle vient sur TF1 dire « je veux une primaire ». Ouais. Ensuite, Taubira rentre dans le jeu, elle dit « je veux plus de primaire ». Et ce matin, on apprend que le Parti socialiste dit « si, il faudra en passer par la primaire ». Les gens de gauche, vos électeurs, ne comprennent plus rien. Et d'ailleurs, cette primaire, il faut rappeler qu'il y a ceux qui sont officiellement candidats, mais ceux qui sont inscrits pourront voter pour des candidats, Jadot, Mélenchon, qui disent ne pas vouloir aller à la primaire. Donc, voilà. Et Christiane Taubira dit de toute façon, je me rallierai. Enfin, c'est incompréhensible, absolument incompréhensible. Je voudrais quand même rappeler, puisque c'est aussi quelque chose qui planait sur nos débats tout à l'heure, en 2017, vous en aviez parlé, je crois, hein, on rappelle, à date, c'était Marine Le Pen, très en avance, avec François Fillon qui la talonnait, sous les 20 Macron, et Mélenchon à 10. Il a fini à 20. Il avait fait une remontada, alors pour le coup on peut parler de ça, Jean-Luc Mélenchon, vraiment dans les dernières semaines qui précédaient le premier tour. Donc on ne sait jamais. Jean-Luc Mélenchon, il peut être le bénéficiaire, alors pour le coup de ce chaos, je veux bien le dire, de ce chaos à gauche. Il peut effectivement faire quelque chose. Je pense, moi, pour ma part, est-ce que la gauche peut se rassembler, dites-vous? Vous dites oui. Est-ce qu'elle va se rassembler? Je suis à Paris, j'en ai parlé beaucoup. Hein. Mais c'est non. Elle ne va pas se rassembler. Ah, voilà. Mais électoralement, puisqu'on parlait du comportement des électeurs, effectivement, il y a une partie des électeurs qui peut quand même, dans ce maelstrom total, se porter sur Mélenchon. Et Mélenchon peut faire... Le vote utile à gauche, parce que là, l'électeur peut se dire il est en dessous de 10. Celui qui est devant, il peut gagner un peu. Mélenchon. Voilà. Il peut être le bénéficiaire de ce chaos. Est-ce que ça suffit pour se qualifier pour le second tour? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'il ait retrait d'autres candidats. Sa troisième élection. Jean-Luc Mélenchon s'est un peu abîmé pendant ce quinquennat. Je pense qu'il avait fait une très belle campagne. Techniquement, quoi qu'on pense du fond, il avait fait la meilleure campagne en 2017, avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'allant, beaucoup de créativité. Là, je crois que c'est un petit peu comme François Bayrou, souvenez-vous, en 2007, qui avait fait aussi une bonne campagne, qui a été un peu le troisième homme, et puis la quatrième, ça avait été celle de la, il peut prendre le lead. De la rechute. Campagne de trop. Alors le lead, oui, mais le lead de quoi? Le lead d'un candidat à 2% et d'une autre à 3%. C'est pas un leader maximo à ce moment-là, si vous me permettez l'expression. Ça se joue aussi. C'est aussi ce qui se joue. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, Ségolène Royal, sur l'Union, c'est qu'en fait, quand les sondeurs ont testé des rapprochements, des fusions-acquisitions, il s'avère qu'effectivement, l'arithmétique ne joue pas. Et vous avez des candidats qui gagnent à peine un point. Par exemple, Jadot était testé avec l'apport d'Hidalgo et inversement. Et en réalité, on voit qu'il n'y avait pas du tout de fusion-acquisition et pas du tout. Et qu'il y a bien des gauches irréconciliables. Et de dynamique politique. D'ailleurs, ça a été vu lors de la précédente avec Hamon. Absolument, avec Hamon. Sauf qu'avec Hamon, à cause de la bonne campagne de Mélenchon, il y avait eu un système de vases communicants et de mémoire, Hamon était testé à 16 au début de la campagne. Par un ou deux sondages, en sortie de primaire. Au début, voilà, c'est ça. Il a terminé à 6. Bon, la fusion avec les Verts ne lui avait pas apporté de dynamique. Absolument. C'est pour ça que les Verts s'autonomisent aujourd'hui. On voit que c'est 20 et quelques pourcents finalement. En réalité, regardez, François Hollande a gagné avec 51%. On ne peut pas comparer ce qui est comparable, sondage, élection intermédiaire et élection présidentielle, mais grosso modo, vous avez 51%. Pendant le quinquennat Hollande, la gauche tombe déjà à un niveau assez bas, à 30-35%, quasiment un tiers de l'électorat. Aujourd'hui, on est à moins d'un quart. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a coutume de dire que la société se droitise, voire s'extrême droitise, que le succès de polémistes, de certains écrivains, de candidats comme Zemmour et Le Pen le montre. Mais je crois que, effectivement, vous avez raison, les idées de gauche sont encore assez présentes. Vous parliez tout à l'heure du quoi qu'il en coûte et de la gestion économique du gouvernement par rapport à la crise.
c'est tout à fait juste. Regardez Emmanuel Macron, il a quand même largement viré sa cutie. Je ne dis pas qu'il s'est converti au guévarisme, mais enfin, au début de sa campagne en 2017, il veut supprimer 120 000 fonctionnaires. Regardez aujourd'hui ce qu'ils expliquent sur les suppressions de fonctionnaires que veut faire Valérie Pécresse. D'abord, on a abandonné toute ambition de supprimer davantage de fonctionnaires, et ensuite, on accuse du côté des macronistes de Valérie Pécresse de vouloir sabrer l'État, sabrer dans la police, sabrer bien sûr dans l'hôpital public, et c'est devenu un argument de campagne que les macronistes estiment extrêmement puissant. Donc ça veut bien dire qu'il y a un besoin d'État, un besoin de protection, un besoin de politique, je ne sais pas comment la qualifier, keynésienne ou autre, mais et donc c'est quand même un paradoxe. Vous avez 20% et un peu plus de 20% des Français qui disent vouloir voter pour la gauche, alors que je pense que l'opinion ressent un réel besoin de protection et de protection sociale en particulier. Christiane Taubira devrait officialiser sa campagne vendredi, c'est ce que disent en tout cas certains de ses proches. Est-ce qu'elle n'est pas encore officialisée ? Non. Elle envisage, elle y réfléchit très sérieusement. Ouais. Voilà, il faut suivre, mais c'est comme ça. Éric Piolle, ce matin, chez RTL, lui dit oui à l'union, mais derrière Yannick Jadot, Christiane Taubira et Anne Hidalgo doivent nous rejoindre. On va l'écouter, on va réagir juste original. après. C'est la logique politique aujourd'hui, effectivement. Il faut se fédérer derrière ce qui donne de l'espoir à la jeunesse, qui donne de l'espoir pour l'égalité et l'émancipation, et qui permet d'avoir une vie bonne. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai pas envie de leur laisser un monde totalement dégradé. Donc oui, effectivement, il faut se structurer autour de cet enjeu du climat, de la justice sociale, c'est mêlé. C'est nouveau. Est-ce que c'est la logique que Christiane Taubira, Anne Hidalgo se rangent derrière Yannick Jadot? C'est une des logiques. D'autant qu'Anne Hidalgo, elle n'a cessé de dire qu'elle était écologiste. Ce ne serait pas indigne. C'est une des logiques. Le problème, c'est les égos surdimensionnés. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui veut faire un geste. Et donc, ça veut dire qu'il ne pense ni aux électeurs, ni aux élections législatives qui vont suivre. Parce que la prochaine échéance politique majeure, ce sont les élections législatives au Parlement. Quelle va être la majorité au Parlement? Imaginons qu'un candidat d'extrême droite gagne la présidentielle, tout le monde espère qu'il n'aura pas la majorité parlementaire, il ne l'aura pas d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une continuité dans l'élection des parlementaires, c'est-à-dire les gens votent pour leurs députés dès lors qu'ils sont bons députés. Donc il n'y aura pas de balayage en fonction du effet élection du président. Oui, mais je pense que c'est ce qu'on disait d'Emmanuel Macron il y a 5 ans. On dit qu'il n'arrivera jamais. Non, c'était pas la même chose à ce moment-là. Toujours est-il que si le PS, l'enjeu pour le PS, c'est comme de garder un groupe à l'Assemblée nationale. Si l'enjeu pour le PS, c'est d'encaisser un 2% ou un 3% à l'élection présidentielle, il y a une dépréciation de la marque PS qui est considérable et qui va peser sur les candidats aux élections législatives, qui commencent d'ailleurs à s'inquiéter, parce que partir avec une marque politique qui est à 2% sans même avoir de projet politique, ça c'est un véritable problème. Mais que doit faire Anne Hidalgo aujourd'hui, Ségolène Royal? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, elle aurait dû se réfléchir sur sa candidature. Oui, mais maintenant c'est fait. Bon, maintenant c'est fait. Ensuite, ça, d'accord. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Maintenant, participer à la primaire. C'est une voie de sortie pour elle, la primaire, selon vous? C'est une voie de sortie. Et en plus, dont elle peut sortir vers le haut. Parce qu'en se disant, bon, je fais une primaire, quelqu'un d'autre est désigné, ou c'est moi qui suis désigné, je vais essayer de faire l'union. Donc elle sera celle par laquelle le Parti Socialiste ne participera pas à la présidentielle. Mais il vaut peut-être mieux un Parti Socialiste qui ne participe pas à l'élection présidentielle et qui s'évite une humiliation à 2%, et qui, d'une certaine façon, fait un geste d'union en participant à une primaire, en faisant émerger une candidate, parce que vu la configuration de la primaire, c'est pas impossible que ce soit Christiane Taubira, disons les choses très clairement, puisqu'on se parle franchement. C'est dire pour ça qu'Anne Hidalgo renonce, elle se dit, oulala, finalement. Moi, je pensais qu'elle avait proposé la primaire pour sortir dignement de ce guépier. Oui, mais il n'y avait pas Taubira non plus. Je ne suis pas désignée, je retourne à Paris, et je m'occupe de gérer bien Paris, et de il y a du boulot, il y a du boulot. Il y avait un scénario de sortie, Madame Royal. Et de préparer les Jeux Olympiques. C'est quand même une charge passionnante, une lourde charge. C'est quand même un job passionnant, être maire de Paris. Donc je pensais qu'elle allait prendre conscience de ce fourvoiement et sortir en beauté. Mais non. Vous la consolez déjà. Elle continue. Elle continue. Ah ben non, puisque Christiane Taubira risque de me battre. Ah ben non, je retourne quand même. Mais on appartient à une histoire. Peu importe qui est candidat. Le socialisme, c'est une histoire qui remonte de l'émancipation, de la force de travail, de la valeur du travail, de l'éducation. On appartient à une histoire. On n'est pas
vous voyez, on n'est pas... c'est pas nous qui sommes en cause. On est au service d'une histoire, surtout à gauche. Donc on est comptable de ce qui va se passer derrière. On anticipe, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, on anticipe en politique, y compris dans le mouvement politique, dans le courant politique auquel on Mais vous avez été candidate, Ségolène Royal. Vous faites partie de cette histoire. Oui. Vous l'aviez pas moi, j'ai gagné une primaire. Mais vous l'avez dit, Anne pas Hidalgo. contre n'importe qui, contre fais une erreur. Vieux, c'est Dominique Vous Strauss-Kahn. lui dites, tu fais une erreur, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je pense que son entourage lui dit. Moi, j'ai pas. Apparemment, pas complètement. Je suis pas dans la direction du PS. Il y avait un scénario de sortie, Madame Royal, souvenez-vous, au début de la campagne, Yannick Jadot a dit la dynamique est du côté des écologistes. Anne Hidalgo, rejoignez-moi, retournez-moi le compliment de 2017. Quand, souvenez-vous, Yannick Jadot avait soutenu Benoît Hamon. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste a refusé? Souvenez-vous, il y a eu une levée de bouclier. Olivier Faure avait avancé dans cette voie. Il y a eu une levée de bouclier des éléphants et des ténors du Parti Socialiste qui ont expliqué qu'il était scandaleux et que jamais, au grand jamais, le PS ne devait, la marque PS, comme vous le dites, ne devait abandonner la présidentielle. Pourquoi? Est-ce que ce n'était pas une erreur, ça? Est-ce qu'il ne fallait pas que Hidalgo se range directement derrière Yannick Jadot? Mais pourquoi pas? Tout se négocie. C'est-à-dire, ils auraient très bien pu dire, le coup d'avant, vous êtes mis derrière nous. Là, on a vraiment besoin d'union. Et ça se voyait dès le début qu'il fallait une union. En plus, vous dites écologiste, c'est pas indigne de se mettre derrière le candidat écologiste. Mais on négocie le groupe parlementaire derrière. On ne veut pas disparaître non plus de la vie politique française. Donc ça, c'est un deal politique. Et surtout, on présente aux Français un projet. Parce que ce qui manque cruellement, et pourquoi il y a cette désunion, c'est parce qu'il n'y a pas de projet. François Mitterrand, il avait fait le programme commun. Ça avait été difficile, c'était compliqué. C'était pas gagné, il y avait des tensions. Très différent au départ. Mais on était dans un travail de fond, d'intelligence de fond. Et une fois de plus, c'est l'intelligence collective qui manque parce qu'il n'y a pas de discussion autour d'un projet. Et pourtant, il y a un contexte formidable pour faire un projet politique puisque nous sommes en période de crise et que nous devons inventer la France de demain, l'Europe de demain, celle qui va tenir compte des conséquences de la crise sanitaire et qui va choisir qu'est-ce qu'il faut maintenir de l'ancien modèle et qu'est-ce qu'il faut changer dans le nouveau modèle de société. Peut-être que les responsables de gauche vous auront entendu, Ségolène Royal. C'est ce que nous verrons. Un rendez-vous important pour ceux qui nous regardent ce soir sur